Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Ce soir, nous parlons d'un sujet déterminant pour l'avenir des étudiants du Burkina Faso. Il s'agit du choix des études des jeunes diplômés et leur insertion sur le marché du travail. Chaque année, des milliers de jeunes intègrent le système éducatif, espérant avoir un emploi stable. Pourtant, la réalité économique et sociale se révèle souvent plus complexe entre filières en tension, secteur porteur et influence familiale. Comment faire le bon choix? Comment concilier passion et débouchés? Pour répondre à ces questions, nous recevons Monsieur Rachidi Tapsoba. Il est juriste senior et il est passionné de questions de développement personnel et d'orientation scolaire et universitaire. Bonsoir, Monsieur Tapsoba. Bonsoir, Madame Comfort. D'accord. Alors, Monsieur Tapsoba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur votre plateau et discuter d'un sujet aussi intéressant et pertinent. Alors, Monsieur Tapsoba, oui. Aujourd'hui, quel constat est-ce que vous faites sur les jeunes diplômés en recherche d'emploi au Burkina Faso? Alors, le constat qu'on peut faire, c'est qu'au Burkina, il y a beaucoup de diplômés qui sont à la recherche d'emploi. Et la population burkinabé est majoritairement jeune. Selon les statistiques de l'INSD, il y a plus de 50% de la population qui a entre 15 et 35 ans. Donc, ça veut dire que c'est une population majoritairement jeune. Et qui dit jeune, dit scolarisation, études universitaires. Et lorsqu'on finit les études, qu'on a le diplôme, il faut s'insérer sur le marché de l'emploi à travers un travail qu'on aura obtenu, un emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Maintenant, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a de plus en plus de diplômés. Plus les années passent, plus l'État burkinabé fait l'effort de former dans ses écoles, dans ses universités des diplômés. Maintenant, la question qui se pose, c'est ces diplômés, quand ils finissent, c'est un problème qui est récurrent et qui existe depuis un bon moment. Mais les autorités y réfléchissent pour trouver des solutions chaque fois. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de diplômés, mais qui sont malheureusement au chômage. Et les derniers chiffres donnés par le ministère de la fonction publique, on voit qu'il y a 2 millions 400 et quelques mille candidats pour 7056 postes à pourvoir. Vous voyez que quand on regarde l'écart est abyssal. C'est-à-dire que le nombre de personnes que la fonction publique veut est tellement peu ou bas par rapport aux personnes qui veulent être dans la fonction publique. Sans compter que le secteur formel au Burkina Faso n'emploie pas beaucoup. Donc, ça fait que il y a beaucoup de jeunes diplômés au chômage. C'est le constat qu'on peut faire. Mais est-ce que dans ce cas-là, il y a des filières où c'est vraiment difficile de trouver du travail? Oui, il y a bien évidemment des filières où c'est difficile. C'est pas pour jeter un peu ces filières-là en pâture ou du moins dénigrer ces filières, mais c'est un constat qui est réel. La réalité est qu'il y a des filières qui ne permettent pas facilement aux jeunes d'être employables lorsqu'ils finissent leurs études. Parce que ces filières, les formations qui sont dispensées dans ces filières ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi, notamment les réalités professionnelles. On disait tantôt que le secteur formel employait peu. C'est parce qu'en fait, ce dont ils ont besoin, puisque dans le secteur formel, on est exigeant, on veut des profils précis, des gens qui savent faire quelque chose à des postes donnés. Or, dans le secteur formel, généralement, qui comprend les entreprises du secteur privé, il y a beaucoup de rigueur. Et les salaires sont relativement bien, de sorte que quand on prend quelqu'un, c'est la compétence. Donc, il faut être vraiment compétent. Or, il y a des filières qui produisent des gens qui ne sont pas recherchés par ces secteurs d'activité. Ou par exemple, le secteur formel. En fait, par exemple, quand vous prenez les sciences sociales, les humanités. À l'université, les catégories qu'on met dans le compte des sciences sociales ou des humanités, c'est le droit, la sociologie, les lettres modernes, l'anglais, les langues comme l'allemand, la philosophie. Vous voyez, ce sont des filières qui sont très importantes parce que la réflexion intellectuelle, penser, c'est intéressant, c'est bien. On a besoin de personnes qualifiées en lettres, des personnes qui peuvent être les penseurs de demain. Mais malheureusement, avec le monde qui évolue à grande vitesse, l'avancée technologique, etc., c'est difficile pour ces personnes qui sortent. Or, ce sont ces filières-là qui produisent le plus de diplômés également. Effectivement. Parce que quand on gagne le bac A, par exemple,
ou généralement le bac D, quand on n'a pas une forte moyenne, c'est dans ces filières-là qu'on oriente le plus des gens. En droit, en économie, en sociologie, en lettres modernes, en langue, notamment anglais, allemand. Or, quand ces gens finissent, les débouchés sont généralement connus. C'est pour être enseignant. Ceux qui ont la chance peuvent devenir interprètes, traducteurs dans le privé, ou bien passer les concours de la fonction publique de niveau BPC ou niveau bac après avoir eu une licence ou une maîtrise ou un master. Donc, ce sont des filières comme ça, malheureusement, qui continuent d'absorber beaucoup de diplômés, surtout les nouveaux bacheliers, mais qui, lorsqu'elles mettent ces étudiants ou ces diplômés-là sur le marché de l'emploi, on ne les recherche pas. C'est malheureux de le dire, mais ce sont ces filières-là qui sont les plus mal cotées. D'accord. Et inversement, quelles sont les filières où il y a plus de possibilités d'emploi? Quand on regarde la situation du Burkina Faso, puisque le Burkina Faso est un pays majoritairement agricole, un pays qui est en développement, qui doit trouver des débouchés pour pouvoir se développer. Or, on ne peut pas se développer sans la ressource humaine. Il faut avoir une ressource humaine très qualifiée. Donc, par exemple, quand on regarde, selon les statistiques et ce dont le Burkina Faso a besoin, on voit que les débouchés peuvent être dans des secteurs comme l'agroalimentaire, parce qu'il faut transformer ce qui est produit agricolement. Et il y a le domaine de l'agriculture également, qui est un domaine porteur. Il y a les énergies renouvelables, notamment le solaire. Aussi, il y a des filières comme les technologies de l'information et de la communication. Vous voyez, dans ce domaine-là, on a besoin de développeurs web, on a besoin de spécialistes en cybercriminalité, on a besoin de gens qui s'y connaissent dans le digital, dans l'intelligence artificielle. Le monde évolue. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication continueront d'évoluer. Et donc, il faut que les nouveaux bacheliers réfléchissent à ces secteurs-là. Les chiffres disent que ce sont ces secteurs-là qui sont plus porteurs d'emploi. Donc, il faut plutôt former des ingénieurs, des techniciens. Vous voyez que ça crée une certaine discrimination. Effectivement. Parce que, et ceux qui gagnent les bacs littéraires, ceux qui gagnent les bacs des autres filières, qu'est-ce qu'on en fait? Or, mais c'est la réalité qui est là. C'est la réalité qui est là, de sorte que ça crée une discrimination, mais il faut voir là où les gens peuvent être employés et où ils peuvent être utiles selon les besoins du moment. Donc, il faut revoir. On ne dit pas de ne pas former les personnes dans les humanités, dans les sciences sociales, mais il faut équilibrer, de sorte qu'on ait plus d'ingénieurs, de techniciens, aussi bien que des gens qui sont dans la littérature, dans les sciences sociales et les sciences humaines. D'accord. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, qu'est-ce que vous pensez du journalisme? Où situer le journalisme? Je crois que, peut-être que je me trompe, mais je crois que le journalisme se trouve dans les sciences humaines ou sociales. C'est ça. Oui. Mais vous voyez que je crois que pour ceux qui se forment en journalisme, ont plus de chances de se convertir et de s'adapter au marché de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le digital, par exemple, Fadima Web TV, ceux qui avaient fait le journalisme classique ne pensaient pas qu'un jour, on pourrait avoir des journalistes qui ne fonctionnent que sur Internet. Effectivement. Vous voyez? Et donc, il y a le digital, il y a des opportunités liées au journalisme, puisque vu que le journalisme est rattaché aux sciences des technologies de l'information et de la communication, ça fait que, pour moi, ceux qui ont fait le journalisme classique doivent plutôt maintenant trouver des débouchés complémentaires sur le digital, et puis les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication, se former en intelligence artificielle, l'infographie, le développement web, etc., et pouvoir se réorienter. Parce que les données, les bases, les compétences que le journalisme donne demeurent. Mais il faut maintenant adapter au gré des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir être employable immédiatement sur le marché de l'emploi. Selon vous, comment est-ce que les élèves peut-être qui viennent de finir, qui viennent d'avoir leur bac et tout, font leur choix universitaire, leur filière, est-ce que c'est réfléchi ou bien c'est au hasard? C'est malheureux de le dire, mais maintenant ça commence à changer. Mais sinon, il faut dire qu'il y a plus de hasard que de choix réfléchis. Parce que quand on dit qu'il y a le hasard, ça ne veut pas dire que les gens ne prennent pas un peu le temps de voir ce qu'il faut faire. Seulement, ce n'est pas très bien mûri. Vous voyez, souvent, on n'est pas aidé par la famille, parce que rares sont souvent les gens qui ont fait de longues études dans la famille. Donc, quand vous avez le bac et que vous voulez faire certaines études, vous n'avez pas des gens au sein de votre famille qui ont été des pionniers pour vous aider, vous êtes obligé de vous fier à vous-même.
Ce n'est pas mauvais de se fier à soi-même, mais des fois, on a besoin d'un coup de main. En plus, c'est un peu lié au hasard parce que beaucoup d'élèves, de bacheliers qui finissent le bac, souvent entre 17, 18, 19, 20 ans, malheureusement ne se connaissent pas. Ils finissent l'adolescence, ils deviennent de jeunes adultes, mais ils ne se connaissent pas. En tant qu'ils connaissent pas souvent leurs forces, leurs faiblesses. Ceux qui ont la chance de réussir, d'être brillants à l'école, d'avoir de bonnes notes, souvent se fient aux notes pour s'orienter quand ils finissent. Oui. Et ils s'intéressent à qu'est-ce que je peux faire au regard des notes que j'ai dans telle matière. Mais pour ceux qui sont moyens, c'est généralement difficile de s'orienter, de faire des choix. Donc, généralement, c'est ce que les amis ont choisi, ou bien je m'inscris en attendant que je vois où est-ce que l'université va me mettre. Donc, c'est un peu, il y a plus de hasard que de réflexion. Mais heureusement que ça change. Il y a d'autres même qui choisissent leur filière parce que le nom de la filière leur plaît. Tout à fait, c'est malheureux, mais heureusement que ça change. Et je crois que les étudiants, et du moins les futurs étudiants ou les élèves de cette génération, ont beaucoup plus de ressources. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a le salon de l'orientation, il y a des conseillers d'orientation qui essaient de discuter tant bien que mal avec les nouveaux bacheliers ou bien les élèves. Et il y a aussi, récemment, j'ai eu l'information qu'une cellule de réflexion universitaire a organisé une activité d'orientation au profit des nouveaux bacheliers, des nouveaux élèves, du moins des nouveaux étudiants qui veulent s'orienter à l'université. Ça fait que, bon, aujourd'hui, ce serait vraiment pas intéressant pour un nouveau bachelier ou un étudiant de continuer à s'orienter en n'exploitant pas cette ressource-là. Parce on parlait des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, sur Internet, avec l'intelligence artificielle, si vous posez n'importe quelle question sur n'importe quelle filière d'études, selon le baccalauréat que vous avez, vous allez avoir des réponses. Et cette génération, en tout cas de bacheliers, ne doit plus commettre le péché en griffe de mal s'orienter, parce qu'il y a beaucoup de ressources. D'accord. Et ceux qui se basent sur leur âge pour faire leur choix. Par exemple, j'ai tel âge, je ne peux plus faire telle filière parce que ça demande beaucoup de temps et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien mon âge est peu, je peux faire par exemple la médecine. Bon, pour certaines filières comme la médecine, on regarde d'abord la moyenne. Si vous avez de très bonnes notes en sciences, en mathématiques, en physique et puis en sciences de la vie et de la terre, ça va vous aider à ce qu'on vous oriente là-bas si vous êtes intéressé par les études de médecine. Mais si vous voyez que votre âge ne vous permet pas, effectivement, il faut être pragmatique et concret. Si vous allez peut-être, je sais pas, vous avez le bac à 25 ans, c'est un exemple, c'est vraiment tardif, mais si quelqu'un a son bac à 25 ans et qu'il veut faire 7 années d'études, ou 8 années d'études ou encore 9 s'il veut se spécialiser, c'est très long. Il faut que la personne rapidement devienne autonome, devienne indépendante et qu'elle puisse rapidement se faire employer. Donc, l'âge, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire aux personnes qui choisissent leur filière selon l'âge, mais c'est plutôt même pragmatique. Il essaie de voir, selon l'âge, comment est-ce que je peux m'employer, me faire employer rapidement, ou quelle filière qui peut être liée peut-être à la science, parce que quand on veut faire la médecine, ça voudrait dire qu'on a un background de scientifique. Mais au-delà de la médecine, s'il y a le handicap de l'âge, on peut voir d'autres filières scientifiques qui peuvent être porteurs à l'avenir et qui peuvent vous aider à vous insérer sur le marché. Donc, l'âge est vraiment très important. Seulement, en choisissant, il ne faut pas juste se laisser décourager par l'âge. Il faut toujours faire des choix liés à votre passion, à ce que vous aimez et qui ait un lien avec votre formation de base. Dans ce cas-là, est-ce que le système scolaire aide vraiment les élèves, bon, je peux dire les nouveaux étudiants à y voir plus clair? On pourrait dire que ça commence à changer, mais avant, c'est difficile. On ne peut pas, quand on regarde la façon dont les choses se font, dire que le système scolaire aide facilement. Parce que vous voyez, au Burkina Faso, les élèves, déjà dès le secondaire, sont un peu délaissés. Ce n'est souvent pas la faute des enseignants, parce que l'enseignant a beaucoup d'élèves. Les classes sont souvent pléthoriques, et il y a des classes qui débordent, donc l'enseignant doit d'abord gérer le nombre. Sinon, il devrait pouvoir s'intéresser à la personnalité, à la personne de chaque élève. Au regard des statistiques, des chiffres, il y a souvent des groupes qui se détachent. Il y a des groupes d'élèves où on sent qu'ils sont bons dans les matières littéraires. Il y a des groupes d'élèves qui sont plus bons dans les matières scientifiques. Or, quand on ne prend pas le temps d'étudier ces groupes d'élèves-là du point de vue de leur personnalité, le système ne les aide pas. Ce qui est généralement courant, c'est qu'on fait les études,
selon les notes qu'on gagne, là où on s'en sort, et avec la petite expérience qu'on acquiert avec les camarades ou avec les parents à la maison, on essaie de continuer. Alors que pour moi, on doit penser à réformer le système de sorte qu'à partir de la troisième, on puisse déjà savoir dans quoi est-ce que l'élève est bon. Est-ce qu'il est fait pour les matières littéraires et les lettres, les réflexions? Est-ce qu'il est fait pour les matières scientifiques ou est-ce qu'il est fait pour l'entrepreneuriat, les affaires, le commerce? Je crois qu'à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, donc à partir de la troisième, avant même que l'élève n'ait le BPC, on doit pouvoir le ranger quelque part, de sorte qu'il puisse, après le BPC, ne pas naviguer à vue, aller n'avoir que le choix de la série littéraire ou la série scientifique ou les séries techniques et scientifiques qui se développent de plus en plus, heureusement, de nos jours. Donc, on doit pouvoir, le système scolaire doit être fait de sorte que on apprenne aux élèves à connaître leurs forces, leurs faiblesses, leur personne, à connaître qui ils sont, et c'est dans ce moment qu'il peut faire des choix pratiques. Aujourd'hui, les métiers, si un élève est plus doué pour faire des métiers, il ne faut pas le maintenir, le forcer à rester dans le milieu scolaire. Il peut apprendre, s'instruire pour pouvoir avoir des rudiments, pouvoir s'en sortir, être instruit, avoir des connaissances. Mais s'il est plus doué pour les métiers, il ne faut pas lui faire croire qu'en réalité, les métiers sont antinomiques ou sont le contraire de ce qu'il a comme formation qu'il acquiert au lycée ou au collège. Donc, il faut plutôt cerner la personnalité. Là, c'est le travail des conseillers d'orientation. Généralement, je ne jette pas leur travail en pâture, je ne remets pas en cause leur travail, ils font des efforts, mais on a des conseillers d'orientation qui ne connaissent pas la personnalité des élèves ou des étudiants. Même quand vous gagnez le bac et qu'on doit vous orienter, on vous présente plus des filières, mais on ne s'intéresse pas à vous, en tant que personne. Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Quelle est votre personnalité? Or, malheureusement, on a des gens, des jeunes adultes, des adolescents qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont en vrai. Dans quoi est-ce que je suis fort? Où est-ce que je suis relativement faible? Sérieusement, quand je me regarde dans le miroir, dans quoi je peux réussir? Et il faut avoir la personnalité de sorte qu'à pouvoir tenir tête souvent, même aux parents, ou même à des personnes de notre entourage pour dire, vous voulez que moi je fasse ceci ou cela, mais moi je me sens dans telle ou telle chose. Et avoir une personnalité pour pouvoir résister et assumer ses choix. D'accord. Vous avez parlé tantôt de passion. Oui. Est-ce que ces élèves-là peuvent se permettre de se fier seulement à la passion? Vous savez, c'est le philosophe Hegel qui dit que rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion. Vous ne pouvez pas faire des choses et espérer une grande réussite sans passion. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser uniquement guider par votre passion. Même si vous n'êtes pas passionné, vous n'avez pas, au regard des réalités, vous ne faites pas les études pour lesquelles vous êtes passionné, il faut que le choix que vous allez faire de manière pragmatique ou de manière concrète pour être employable soit fondé, que vous ayez un minimum de passion dans votre activité, que vous ayez un peu d'amour pour cela. Il faut toujours avoir au moins 3 choix ou 4 choix. De sorte que, même si le premier choix pour lequel vous êtes passionné, ce qui constitue votre passion, votre rêve d'enfance, vous êtes malheureusement obligé d'abandonner ou de laisser tomber, que le choix par défaut que vous voulez faire, vous le faites avec un minimum d'amour et de passion. Parce que, il y a Confucius qui dit que choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Ça veut dire que vous pouvez ne pas faire ce pourquoi vous auriez voulu faire, ce qui était dans votre tête, le métier de votre rêve, mais le métier que vous faites par défaut, ayez un peu d'amour en le faisant. Parce que c'est cet amour-là qui va peut-être vous faire vous découvrir vous-même. On fait souvent des choix en pensant ne pas nous en sortir et on se révèle, du moins le travail qu'on fait finit par révéler des qualités qui étaient insoupçonnées en nous. Comme je dis, on ne se connaît pas. Au regard de ce que vous venez de dire, on voit que c'est pas une réalité ici au Burkina. Parce que concernant même les concours directs, il y a des gens qui déposent 15 concours, 20 concours pour aller composer. Ils disent que, ah, bon, il suffit seulement que je gagne un et puis c'est bon. Je veux seulement du travail. Donc, dans ce cas, je pense que il n'y a pas la passion. Souvent, ce sont des métiers même qui ne les intéressent pas en tant que tels, mais juste parce que peut-être le nombre de personnes qu'on recherche dans ce domaine est beaucoup, ils déposent et puis s'ils gagnent, haya. Tout à fait. Ce que vous dites est une réalité qui est effectivement, c'est ça qui se passe sous nos cieux. C'est une très triste réalité. Les gens ils déposent plusieurs concours, ils font plusieurs concours, pas parce qu'effectivement ils sont passionnés, mais parce qu'ils veulent être rapidement employables. Et les réalités sociales, la situation de précarité, la pauvreté dans laquelle la personne se trouve, fait qu'elle a besoin d'être rapidement employée, peu importe là où elle va. Mais
c'est des choix qu'on fait, comme on a dit, par défaut ou des fois même par dépit. On est dépité, on est triste, on ne sait pas à quel sens se vouer, on veut rapidement faire quelque chose. Mais n'empêche que c'est pour un départ. La passion n'a plus trop sa place parce que les réalités économiques, les réalités sociales prennent le dessus. Mais comme j'ai dit, on a toujours quelque part, même quand on y va, quand c'est un pis-aller, c'est un choix par défaut, même quand on y va par défaut, il faut se dire que je peux me découvrir si je travaille à me connaître, à savoir qui je suis. C'est un travail que je fais pour des réalités économiques, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais dans ça, il se peut que je me découvre une autre passion. Je voulais peut-être être infirmier. Je me retrouve enseignant du primaire. Mais si je n'abandonne pas mes rêves, j'enseigne au primaire, mais je continue selon le niveau avec lequel j'ai eu le concours, je continue de me former en me projetant. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il faut toujours savoir où on va. C'est une boussole. C'est pourquoi on parle d'orientation. Donc, c'est-à-dire que la passion peut devenir un métier viable. Dire que la passion peut devenir un métier, la passion en elle-même n'est pas un métier, mais c'est faire un métier qui nous passionne. Donc, c'est toujours bien de faire un métier qui nous passionne. Même si on est rattrapé par les réalités de la vie, même si en temps les conditions sont telles qu'il faut mettre cette passion en parenthèse, mais elle doit rester comme une flamme qui est en vous, qui ne doit jamais être éteinte. Et il ne faut pas se dire que si aujourd'hui je suis à tel endroit, je suis fait pour y rester. Il y a quelque chose, il y a une chose vers laquelle je tends, et c'est ça qui doit être la boussole qui nous oriente et qui nous dirige, malgré qu'on fait quelque chose pour l'instant qui ne nous intéresse pas. D'accord. Et quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui hésite entre passion et débouché? D'abord, il faut choisir les filières d'études ou ce qu'on veut faire dans l'avenir en fonction de l'employabilité rapide. Ça, c'est une question qui est pragmatique et une réalité aujourd'hui. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas faire ce choix-là non plus de manière aveugle et se laisser guider uniquement par l'employabilité, le gain, l'argent, le premier salaire, etc. Non, je crois que il faut faire un choix réel, réaliste, comme je disais, mais en se disant que dans tout ce qu'on fait, qu'on aime la chose ou pas, il faut travailler à aimer la chose qu'on va faire, même si elle ne nous plaît pas. D'accord, mais comment les parents peuvent accompagner leurs enfants dans ce choix-là? Je vois que les parents peuvent accompagner en ne s'imposant pas. Il faut guider l'enfant, l'orienter, l'aider, mais en connaissant à quel enfant vous avez affaire, en connaissant ses forces et ses faiblesses. Je disais que les enfants, les élèves, les bacheliers ne se connaissent pas eux-mêmes en tant que personnes. Souvent, beaucoup de gens, c'est malheureux, mais ils ne se connaissent pas. Or, ce sont les parents qui peuvent aider, qui suivent l'enfant, qui l'ont éduqué, qui lui ont donné un certain nombre de rudiments, qui savent à qui ils ont affaire. Donc, connaissant, et du moins, les parents étant supposés connaître mieux les enfants, ils doivent tenir compte de la personnalité de l'enfant. Il faut prendre en compte la personnalité de l'enfant, de sorte que l'enfant puisse être rapidement employable, mais également que demain, il ne regrette pas que par votre force, par votre imposition, il n'ait pas fait ce qui lui plaît. D'accord, mais au cas où on se rend compte après 1 ou 2 ans d'études qu'on a fait un mauvais choix de filière, que faire dans ce cas? On se rend compte qu'on a fait quelque chose, on a fait un choix d'études pour pouvoir parvenir à un point donné, mais qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. À partir de ce moment, il n'y a pas de place pour les regrets. C'est naturel, on peut regretter naturellement, mais je crois que c'est voir d'abord. J'ai fait ce choix d'études-là, à l'instant T, avec ce que j'ai comme compétences ou comme connaissances accumulées, qu'est-ce que je peux faire? Si ce n'est vraiment plus possible et que le regret est très présent, très pertinent, on peut toujours se relancer. On dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, il y a toujours de nouvelles débouchés. Il y a toujours de nouvelles filières, de nouvelles compétences qu'on peut acquérir. Donc, il ne faut pas se laisser abattre par le regret, mais voir dans quelle mesure rapidement. Parce que ce qu'on a fait peut avoir des liens avec autre chose. Et quand il y a ce lien-là, c'est plus facile de se réorienter, de se diriger vers d'autres choses. Mais quand il n'y a pas de lien, même s'il faut repartir de zéro, c'est pas mauvais de repartir de zéro. On s'est trompé une fois, il ne faut pas se tromper encore une seconde fois et tomber dans le même piège. Peu importe l'âge en ce moment, il faut trouver le domaine ou le choix qui est le bon pour vous et qui cadre avec vos visions, votre façon de faire les choses, de voir les choses pour mieux vous lancer. Il n'y a pas de place pour le regret. Que retenir finalement? Ce qu'il faut retenir, c'est que les réalités économiques poussent les gens à ne pas faire les choix de filière par passion. C'est malheureux. Mais pour moi, la passion doit être une sorte
de leitmotiv que même quand on a fini par faire un choix d'études qu'on s'est imposé contre notre volonté, ou que les parents nous ont imposé, ou que les réalités économiques nous ont imposé, c'est de toujours avoir cette flamme-là en nous pour que, peu importe la situation à l'avenir, nous puissions savoir nous ressaisir et continuer. Ça veut dire que si on veut faire le choix aujourd'hui, il faut faire un choix qui puisse trouver un juste milieu entre l'employabilité rapide et un minimum de passion. Merci, Monsieur Tapsoba, pour tous ces éléments de réponse. Je vous en prie. En tout cas, on a beaucoup appris et je sais que nos téléspectateurs également ont beaucoup appris, surtout les futurs étudiants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on espère vous revoir une troisième fois. C'est un plaisir pour moi de venir ici et ça m'intéressait toujours de venir sur votre plateau. D'accord. Et de ces échanges avec Monsieur Tapsoba, je retiens que trouver sa voie, c'est conjuguer passion, raison et ouverture à l'évolution. Pour reprendre les mots de Steve Jobs, la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Merci d'avoir suivi Question d'existence et à très bientôt.